Lors de cette réunion de famille, j'ai été mise à la porte, laissée sans abri, mais le murmure d'une inconnue a tout changé. Ici, en Sledgerow Barn. La nuit de mes 18 ans, j'ai soufflé les bougies d'un gâteau bon marché, acheté à l'épicerie, tandis que ma belle-mère jetait une pile de documents sur la table de notre maison de Wichita. Signe ça tout de suite ou dégage pour toujours, cite, index Kimberly Brooks a claqué, pointant du doigt la vieille copie de l'acte de fiducie. 1,4 million de dollars n'a jamais été destiné à une petite morveuse comme toi. Cet argent appartient à la famille. Mon père, Richard Carter, fixait le sol. Mon demi-frère, Colton, était affalé sur sa chaise et souriait comme si Noël était arrivé en avance. Je n'ai pas signé. 10 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir avec un seul sac à dos. Le vent à -7 degrés me transperçait mon sweat à capuche et la porte d'entrée verrouillée derrière moi. J'ai tout de même suivi le même chemin que je prenais depuis des mois. Le même coin sombre. La même femme âgée enveloppée dans un manteau fin, assise tranquillement sur un carton aplati avec une petite tasse en fer blanc devant elle. Comme chaque soir, j'ai sorti mon dernier billet de 5 $ et je l'ai glissé dedans. C'est à ce moment-là que ses doigts secs se sont refermés sur mon poignet avec une force surprenante. Elle m'a tiré vers le bas et a murmuré, les yeux écarquillés par la terreur, « Écoute bien, enfant. Cette nuit, tu ne dors pas dans la rue, ni au parc. Nulle part où ils s'y attendent. Trouve un motel bon marché, paie en espèces, verrouille la porte. Demain matin, reviens ici. J'ai quelque chose qui te sauvera la vie. Bienvenue dans mon histoire. Si vous avez déjà été trahi par les personnes censées vous aimer le plus, restez jusqu'à la fin. Aimez si vous regardez depuis un endroit froid ce soir, commentez votre ville ci-dessous et abonnez-vous pour plus de drames familiaux réels et d'histoires de vengeance chaque jour. Je me tenais, tremblante, sur le trottoir sombre de Wichita, fouillant dans mon sac à dos à la recherche des derniers billets froissés qu'il me restait. 127 $, gagnés en faisant la vaisselle au restaurant tout l'été. C'était tout. C'était tout ce que j'avais. Le vent coupait mon sweat à capuche, abaissant la température à -7. J'ai marché vers l'est sur Kellogg jusqu'à ce qu'une enseigne au néon rose clignotante attire mon regard. Starlight Motel Vacancy, Motel Starlight, chambre disponible. Le réceptionniste n'a jamais levé les yeux de son téléphone pendant que je faisais glisser 38 $ sur le comptoir. De l'argent liquide, pas de carte d'identité, pas de questions. La chambre 12 sentait la vieille fumée et l'eau de javel, mais le verrou fonctionnait et la fenêtre était bloquée. J'ai gardé mes bottes, je me suis recroquevillée sous la mince couverture, toujours avec mon manteau, et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le lendemain matin, je suis retournée directement au coin de la rue. Madame Evelyn était déjà assise sur son morceau de carton habituel, la tasse en fer blanc devant elle, son manteau serré. Je me suis accroupie. Vous saviez que quelque chose allait arriver cette nuit-là. Elle m'a examiné longuement. Appelle-moi Madame Evelyn Rose Harlan. J'ai veillé sur toi, enfant. Les gens dans cette maison veulent ta perte. Je lui ai tout raconté. L'acte de fiducie. La façon dont Kimberly agitait la vieille copie, hurlant que si je ne prenais pas l'argent, il reviendrait quand même à mon père. Comment elle était convaincue qu'il appartenait à la famille. Madame Evelyn a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête comme si elle avait entendu la même histoire 100 fois. Cet après-midi-là, je suis entrée dans le Quick Trips ouvert 24 heures sur 24, près du parc, et j'ai supplié le gérant de me donner n'importe quel poste vacant. Il m'a engagée sur le champ comme caissière de nuit. 10 $ de l'or en espèces, pas de paperasse. Le premier vrai salaire n'arriverait que dans 2 semaines, mais j'avais besoin de quelque chose tout de suite. Les nuits sont devenues un rythme. Pointer à 23 heures, nettoyer les sols à la serpillière, ranger les étagères, encaisser les camionneurs et les fêtards jusqu'à 7 heures. Je vivais avec des nouilles à 99 cents et des beignets de la veille provenant du rayon des produits soldés. À chaque quart de travail, je mettais de côté 5, parfois 10 $. Au lever du soleil, je me rendais au coin de la rue et le glissais dans la tasse de Madame Evelyn. Elle n'a jamais demandé d'où cela venait, elle pressait juste mes doigts froids entre les siens, secs, et disait « merci ». Certaines nuits, une forte odeur chimique flottait depuis le parc, comme si quelqu'un avait renversé tout un réservoir d'essence.
Je me disais que c'était juste la station-service de l'autre côté de la rue. J'étais trop fatiguée pour y réfléchir davantage. Puis, un matin, après avoir fait un double quart parce que quelqu'un était tombé malade, j'ai traversé le parc comme d'habitude. Du ruban jaune bloquait toutes les entrées. Les camions de pompiers étaient partis, mais la puanteur d'essence et de plastique fondu persistait. Chaque banc sur lequel j'avais l'habitude de m'écrouler quand l'argent du motel manquait était noirci et tordu. L'endroit exact où je cachais mon sac à dos sous une bâche n'était plus que cendres et un sac de couchage brûlé laissé par quelqu'un d'autre. Quelques enquêteurs prélevaient des échantillons d'une bouteille en plastique roussi avec un chiffon toujours coincé dans le goulot. L'un d'eux a dit à son partenaire qu'ils avaient 2 schémas de coulée claire et une empreinte de chaussure dans l'herbe humide. Je suis resté là, fixant la destruction, l'estomac se serrant si fort que j'ai cru que j'allais vomir sur le trottoir. Ces bancs étaient mon plan de secours. Quelqu'un venait de s'assurer qu'il ne me restait plus nulle part où aller. J'ai ralenti le pas dès que les lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter près des bancs brûlés. Tout le côté nord du parc était bouclé par du ruban jaune qui claquait au vent. 2 enquêteurs des incendies en veste bleu marine étaient à genoux, raclant de la suie dans des bocaux de preuves, tandis qu'un autre officier photographiait une bouteille d'eau à moitié fondue avec un chiffon encore coincé dans le goulot. L'air avait le goût d'essence et de plastique fondu. Une Honda argentée familière a freiné brusquement au bord du trottoir. Lorraine Marie Evans a sauté, son tablier de restaurant flottant, les yeux écarquillés. Ancelet, je parcourais ces rues tous les matins à ta recherche. Elle a fait un geste vers moi. J'ai reculé d'un pas, je gère, ai-je dit. Tu appelles ça gérer? Elle a désigné la destruction d'un geste. Monte dans la voiture. Tu viens à la maison avec moi. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas t'entraîner là-dedans. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'étais déjà parti. Ce soir-là, après avoir essuyé les comptoirs et réapprovisionné les boissons énergisantes jusqu'à ce que mes doigts sentent le nettoyant aux agrumes, je suis allé directement au coin de la rue. Madame Evelyne était déjà là, son manteau serré contre le froid. Je me suis accroupie à côté d'elle. Vous saviez que quelque chose allait arriver la nuit où j'ai été mise à la porte. Elle a tapoté le carton. Assieds-toi. Je me suis assise. Elle a gardé sa voix basse. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué le même gamin qui tournait autour de ce pâté de maison presque toutes les nuits. Basket cher, belle veste, il ne laissait jamais tomber un sou. Il te regardait juste compter ton argent, regardait où tu marchais. J'ai déjà vu ce regard. C'est le regard de quelqu'un qui planifie une distance. Elle a fouillé sous ses couches de vêtements et a pressé une minuscule clé USB noire dans ma paume ainsi qu'un morceau de papier plié. Le papier portait 2 mots en lettres capitales tremblantes, regarde seul. J'ai acheté une caméra solaire bon marché au prêteur sur gage, a-t-elle murmuré. Je l'ai montée en hauteur sur le lampadaire en face. Elle tourne depuis la première fois que je l'ai vue. Quoi qu'il y ait sur cette clé, tu le regardes d'abord seul. Ensuite, tu décides ce qu'il faut faire. J'ai refermé mon poing dessus. Pourquoi risquer ça pour moi? Parce qu'il y a 20 ans, mon propre fils a décidé que je valais plus morte que vivante. Personne n'a pris ma défense à l'époque. Je suis trop vieille pour me battre. Mais je ne suis pas trop vieille pour te donner l'arme. De retour dans la chambre 12, j'ai verrouillé la porte, traîné la commode devant et branché la clé sur l'ordinateur portable fissuré. Un seul fichier. J'ai cliqué sur Play. Filmé en vision nocturne, horodaté d'il y a 4 nuits. 2 silhouettes sont entrées dans le champ, portant des bidons en plastique rouge. Le plus grand a posé le sien, a sorti un téléphone et a incliné l'écran vers la lumière. Colton Brox, mon demi-frère, souriait comme si tout cela n'était qu'une blague. Il s'est tourné vers son ami. On finit ça avant vendredi. Elle signe à la banque la semaine prochaine, et cet argent lui est bloqué pour toujours. Après ça, pas de deuxième chance. Son copain Harry a dévissé le bouchon et a commencé à éclabousser de liquide chaque banc entre lesquels je faisais des rotations. Colton a fait de même, s'assurant que le coin exact où je cachais mon sac à dos était complètement imbibé. Il a regardé droit dans son propre téléphone et a dit, un problème en moins. Puis il a allumé l'allumette.
J'ai regardé la séquence 3 fois entière, mon cœur tambourinant si fort que j'étais sûre que les voisins pouvaient l'entendre. Chaque seconde était une preuve. Chaque mot était une condamnation à mort. J'étais assise, figée, sur le bord du lit du motel, mes mains tremblaient si fort que le gobelet en plastique vide m'a échappé des doigts et s'est fissuré sur le carrelage. Le clip tournait toujours sur l'écran fissuré de l'ordinateur portable. J'ai ramené la barre de progression à la seconde exacte où Colton a incliné son téléphone vers le lampadaire. Le fil de discussion brillait sur son visage. Le nom de l'expéditeur en haut indiquait « Kimberly Brooks, ma belle-mère ». Le dernier message envoyé, 19 minutes avant qu'il n'allume l'allumette, était impossible à mal interpréter, la clause de fiducie est claire. Si elle ne la réclame pas avant la date de signature, chaque dollar revient directement à ton père. Fais-le vite et proprement. Pas d'erreur cette fois. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Il n'essayait pas de me faire peur pour que je quitte la ville. Il croyait sincèrement que si je disparaissais avant de signer à la banque, l'argent redeviendrait automatiquement celui de mon père. Ils se trompaient, mais ils étaient prêts à me tuer à cause de cette erreur. Ma poitrine s'est serrée si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai tâtonné pour prendre mon téléphone et j'ai composé le seul numéro en qui j'avais confiance. Lorraine a répondu à la première sonnerie. Où es-tu? Chambre 12. Viens tout de suite. Ne t'arrête pour rien. Elle était à ma porte moins de 15 minutes plus tard, portant toujours le même tablier de restaurant. J'ai verrouillé la porte derrière elle, traîné à nouveau la commode devant et appuyé sur play sans explication. Nous avons regardé le tout en silence total. Lorsque le rire de Colton a résonné dans la petite pièce, la main de Lorraine s'est envolée vers sa bouche. Lorsque le SMS de Kimberly a rempli l'écran, elle a agrippé le bord du lit comme si elle allait tomber. C'est ton demi-frère, a-t-elle murmuré. Et c'est ma belle-mère qui lui donne des ordres. Elle a fixé le cadre figé, puis moi. Il pense que te tuer remettra l'argent à ton père sur un plateau d'argent. C'est ce que dit la vieille copie qu'ils ont volée dans le coffre-fort de grand-père, ai-je réussi à dire. Ils n'ont jamais vu la version mise à jour. Les yeux de Lorraine se sont durcis. Nous allons directement à la police demain matin. Pas de discussion. J'ai à peine dormi. Chaque craquement devant la porte ressemblait à des pas. Vers l'aube, je me suis glissée dehors et j'ai marché jusqu'au coin de la rue. Madame Evelyne était déjà là, enveloppée dans le même manteau délavé. Je me suis accroupie à côté d'elle. Vous m'avez sauvé la vie. Elle a secoué lentement la tête. Pas encore. Mais j'ai reconnu le regard sur le visage de ce garçon il y a des semaines. Le même regard que mon propre fils portait la nuit où il a décidé que je valais plus morte. Je n'allais pas laisser l'histoire se répéter sous mes yeux. Comment saviez-vous d'installer la caméra? J'ai eu un pressentiment la nuit où tu m'as parlé pour la première fois de cet acte de fiducie. La cupidité rend les gens stupides, mais elle les rend aussi prévisibles. Je dors avec un œil ouvert depuis 20 ans. J'ai pensé qu'il était temps que cela serve à quelqu'un d'autre. Elle a pressé ma main une fois, chaleureuse et ferme. Fais ce que tu as à faire maintenant. Je serai toujours là. Lorraine m'a attrapé le bras dès que je suis revenue dans la chambre. Nous partons dans 5 minutes. J'ai appelé le restaurant pour me porter malade. Ça se termine aujourd'hui. Lorraine a fait marche arrière hors du parking du motel avant même que le soleil n'ait franchi les toits et a conduit directement au poste central de la police de Wichita sur South Market Street. Nous avons franchi les portes vitrées alors que le hall était encore à moitié vide. Le sergent d'accueil a jeté un œil à mon visage et nous a fait entrer sans un mot. Le détective Anthony Morale nous a rencontrés dans une petite salle d'interrogatoire aux murs gris et avec une table boulonnée au sol. Il avait la quarantaine, les cheveux poivre et sel, des yeux calmes qui ne laissaient rien passer. J'ai placé la clé USB noire sur la table. Ceci est la vidéo de mon demi-frère versant de l'essence dans le parc où je dormais. Ma belle-mère lui a dit de le faire. Il a inséré la clé dans son ordinateur portable sans commentaire et a appuyé sur play. La pièce est restée silencieuse, à l'exception de la voix de Colton qui sortait des haut-parleurs, se vantant des délais et de l'argent. Lorsque le SMS de Kimberly a illuminé l'écran, Morale a mis en pause, s'est penché et l'a lu 2 fois.
puis il m'a regardé. Vous avez le document de fiducie. J'ai glissé la copie pliée, les mêmes pages que Kimberly m'avait agitées au visage la nuit où elle m'avait jeté dehors. Il a scanné la clause. Elle adorait citer celle sur le retour des fonds à mon père si je ne les réclamais pas. Moral a hoché la tête une fois. Restez là. Ils nous ont gardés presque toute la journée. D'abord, un technicien a confirmé que la vidéo n'avait pas été éditée et que les métadonnées étaient intactes. Ensuite, ils ont passé le visage de Colton au système. Sa photo de permis de conduire est apparue instantanément. Un autre détective a fait venir l'ami de la vidéo moins de 2 heures plus tard. Le gamin a vite pris un avocat, mais a tout de même donné une déclaration écrite admettant qu'il avait été payé $200 pour « aider à donner une leçon à quelqu'un ». En fin d'après-midi, Moral est revenu. Nous avons suffisamment d'éléments pour un mandat d'arrêt. La tentative d'incendie volontaire aggravée entraîne une lourde peine au Kansas. Nous allons l'interpeller ce soir. Lorraine m'a emmené à son appartement pour que je ne sois pas seule. À minuit 47, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Moral. Colton Brooks est en garde à vue, a-t-il dit d'une voix calme. Les uniformes ont fait une descente dans la maison de Northwood Lawn il y a 20 minutes. Il a essayé de s'enfuir par l'arrière, mais nous avions la cour couverte. Il ne parle pas encore, mais la preuve est irréfutable. J'ai demandé des nouvelles de Kimberly. Elle est arrivée 10 minutes plus tard en hurlant, c'était une erreur. Elle avait déjà un avocat en composition rapide, le meilleur cabinet de droit pénal de l'État. Le juge a accordé une caution avec condition, bracelet électronique, interdiction de contact, remise de passeport. Elle est à la maison maintenant, mais le bracelet s'allume si elle s'approche de vous à moins de 500 pieds, 150 mètres. Lorraine m'a laissé m'écrouler sur son canapé cette nuit-là. Le lendemain matin, la berline sombre était déjà garée en face du dépanneur lorsque je suis parti pour mon quart. La même voiture a filé la Honda de Lorraine les 2 nuits suivantes. Kimberly portait peut-être un bracelet électronique, mais elle croyait toujours que l'argent reviendrait à mon père, quoi qu'elle fasse, et elle n'avait pas fini d'essayer. Le vendredi matin, l'agent fiduciaire de la First National Bank sur East Douglas a appelé alors que j'essuyais le comptoir de la loterie entre 2 clients. Mademoiselle Barnes, les documents finaux sont prêts. Apportez 2 pièces d'identité et venez n'importe quand aujourd'hui. Une fois que vous aurez signé les documents d'acceptation, la totalité des 1,4 million de dollars sera immédiatement transférée sur le compte ségrégué que nous avons créé en votre nom uniquement. Pas de co-signataire, pas de dérogation. J'ai dit au gérant du magasin que j'avais une urgence familiale et j'ai pointé de bonne heure. Lorraine est venue me chercher dans sa Honda et nous avons roulé en ville en silence. Le hall de la banque était frais et calme, les sols en marbre résonnant sous mes baskets. Un bureau privé, une moquette épaisse, un lourd bureau en bois. L'agente m'a fait parcourir chaque page, formulaires fiscaux, désignation de bénéficiaires, protection contre la fraude, clause de pénalité. Elle a glissé la feuille de signature finale. C'est tout. Après cette ligne, personne ne pourra toucher au capital sans votre consentement écrit, jamais. J'ai signé, Ansley Droubarn, à l'encre noire, d'une main ferme pour la première fois depuis des semaines. Lorsque le scanner a bipé confirmation, elle a souri. Félicitations. Vous êtes maintenant une très jeune femme très riche. Nous sommes sortis sous le soleil aveuglant de midi. Ma nouvelle carte de débit me semblait étrange dans ma poche, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'appel a commencé avant que nous n'atteignions la voiture. Numéro inconnu de Wichita. Puis le nom de Kimberly a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 5 fois. Puis, un SMS, nous devons parler en famille. Je peux tout expliquer. Rendez-vous avec moi, s'il te plaît. Je l'ai bloqué. Le détective Moral a sonné 1 heure plus tard pendant que Lorraine nous conduisait prendre le déjeuner. Votre belle-mère vient de déclencher le périmètre du bracelet électronique 3 fois séparément. Elle a engagé un enquêteur privé agréé de Topeka. Le même gars qui est resté assis sur le parking du dépanneur et devant l'immeuble de Lorraine depuis hier. Nous l'avons sur les caméras de circulation changeant de véhicule pour éviter la reconnaissance de schéma. Les uniformes sont en train de l'interpeller pour interrogatoire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché,
les doigts froids malgré la chaleur. Cette nuit-là, j'ai travaillé seul le quart de fermeture. À 23h03, le dernier client est parti et j'ai verrouillé les portes d'entrée, compté la caisse, éteint l'enseigne néon, open. Le parking arrière était presque vide, juste 2 semi-remorques tournant au ralenti sous les projecteurs. J'avais mes clés à la main, me dirigeant vers la voiture de Lorraine, lorsqu'un Chevrolet Suburban noir est arrivé rapidement et m'a coupé. La vitre du conducteur est descendue. Un homme vêtu d'un coupe-vent sombre s'est penché, le visage à moitié dans l'ombre, et a tendu un téléphone vers moi sans dire un mot. La voix de Kimberly est sortie par le haut-parleur, basse et venimeuse. Laisse tomber toutes les charges, Ansley. Signe l'argent à ton père comme l'acte de fiducie l'a prévu et tout ça disparaîtra. Continue de forcer, et la prochaine fois il n'y aura pas d'avertissement. J'ai reculé jusqu'à ce que mon dos heurte le mur de parpaing. L'homme tenait le téléphone stable, attendant. J'ai sorti mon propre portable de mon tablier, appuyé sur le bouton de numérotation rapide que Moral avait programmé et l'ai mis sur haut-parleur pour que le gars puisse entendre chaque mot. Détective, je suis sur le parking et du magasin 24 heures sur Kellogg. Suburban noir, plaque du Kansas commençant par Tango 4 à 9. Votre messager est en train de délivrer une menace pour Kimberly Brooks en ce moment. La voix de Moral a coupé instantanément, calme et nette. Restez exactement où vous êtes. Unité en route, 90 secondes. Le moteur du Suburban a rugi. Les pneus ont fumé alors qu'il reculait brusquement, a heurté une benne à ordures et a disparu vers la rampe d'accès. Je suis resté sous la lumière bourdonnante, les battements de mon cœur martelant mes oreilles, sachant que le combat venait de passer à un tout autre niveau. Les sirènes ont fendu la nuit avant même que le Suburban n'atteigne la rampe d'autoroute. 3 berlines banalisées et 2 unités de patrouille marquées l'ont encerclé à l'échangeur I-135. Le conducteur a essayé de sauter le terre-plein central. Un officier l'a plaqué face contre terre sur l'asphalte avant qu'il n'ait franchi 10 mètres. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé le téléphone jetable encore chaud de l'appel de Kimberly, une page Google Maps imprimée avec le dépanneur encerclé au marqueur rouge et une enveloppe contenant $5000 en billets de 100, attachée par un élastique avec une note manuscrite, dernier avertissement. Pas d'erreur. Lorraine et moi sommes arrivés au poste juste après 2 heures du matin pour donner des déclarations formelles. Au lever du soleil, le chauffeur engagé avait déjà signé une confession complète. Contacté par ma belle-mère 2 jours plus tôt, il avait reçu l'instruction de « me faire peur » et de s'assurer que j'abandonne toutes les charges. Il a même remis le fil de discussion original de Kimberly détaillant exactement ce qu'il était censé dire. Le juge de service a révoqué sa caution à 3h17. Des uniformes se sont rendus à la maison de Northwood Lawn avant que les lampadaires ne s'éteignent. Pas d'avocat hors de prix cette fois. Kimberly a été traitée en combinaison orange et emmenée directement à la prison du comté de Sedgwick. Le procureur a ajouté des chefs d'accusation d'entrave à témoins, de menaces criminelles et de complot aux charges existantes. Chaque compte joint qu'elle partageait avec mon père a été gelé avant midi. Une saisie est tombée sur la propriété le même après-midi. Richard Carter s'est présenté au Starlight Motel 36 heures plus tard. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis l'arrestation, sa chemise débraillée, les yeux injectés de sang, les mains tremblantes alors qu'il se tenait dans l'embrasure du hall. Le veilleur de nuit a sonné à ma chambre. J'ai failli lui dire de renvoyer mon père. Au lieu de cela, je suis descendu. Il est tombé à genoux dès qu'il m'a vu, juste sur la moquette usée entre la machine à glace et les distributeurs automatiques. Ansley, s'il te plaît. Il s'est étouffé d'une voix rauque. Laisse tomber les charges. Kimberly et Colton, ils se sont laissés emporter, mais ils sont toujours ta famille. Je n'ai jamais voulu que qui que ce soit blessé. Je voulais juste que nous restions tous ensemble comme avant. Je l'ai regardé de haut. Tu es resté silencieux la nuit où elle m'a jeté dehors sans rien. Tu as lu la même copie de l'acte de fiducie qu'elle. Tu les as laissés croire que si je disparaissais, l'argent te reviendrait. Je pensais qu'on pourrait arranger ça, a-t-il murmuré, des larmes creusant des sillons dans la barbe de quelques jours sur ses joues. Je n'ai jamais cru qu'ils allaient réellement. Tu ne les as jamais arrêtés non plus. Il a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé d'un pas,
vous avez tous lu un paragraphe de cet acte de fiducie et construit votre plan entier autour de lui, ai-je dit d'une voix neutre. Vous vous êtes trompé dès le premier jour, et maintenant il est trop tard. La sécurité est apparue derrière lui. 2 agents en uniforme bon marché lui ont pris les bras et l'ont soulevé doucement. Il n'a pas résisté, se contentant de répéter mon nom tandis qu'il leur accompagnait. J'ai regardé à travers les portes vitrées alors qu'il restait assis dans son pick-up pendant près d'une demi-heure, le front pressé contre le volant, avant de finalement s'éloigner. Plusieurs mois plus tard, je me tenais devant la salle d'audience principale du palais de justice du comté de Sedgwick, les mains dans les poches d'un nouveau manteau qui me protégeait réellement du vent du Kansas. À l'intérieur, la galerie était presque vide, juste quelques journalistes et Lorraine assises à côté de moi. Le juge a lu les verdicts sans élever la voix. Kimberly Brooks a été condamnée à 7 ans pour entrave à témoin, menaces criminelles et complot en vue de commettre un incendie volontaire aggravé. Colton Brooks a écopé de 5 ans de détention juvénile jusqu'à ses 21 ans, puis un transfert automatique en prison pour adultes. La maison de Northwood Lawn a été vendue aux enchères du shérif en quelques semaines. Mon père a tout perdu, sauf le vieux pick-up qu'il conduisait encore pour des petits boulots sans avenir qui payaient à peine le loyer d'un appartement d'une chambre près de la rivière. J'ai utilisé une partie de l'acte de fiducie pour installer Madame Evelyn Rose Aron à Sunrise Meadows, le meilleur centre d'aide à la vie autonome en dehors de Wichita. Chambre privée avec de grandes fenêtres, des fleurs fraîches chaque semaine. 3 repas de style restaurant par jour. La première fois qu'elle a marché dans le chemin du jardin avec de vraies chaussures au lieu de sacs en plastique enveloppés autour de ses pieds, elle a pleuré si fort que l'infirmière a cru que quelque chose n'allait pas. Lorraine a emménagé dans la chambre d'amis de la petite maison que j'ai achetée sur South Hydraulic. Elle a quitté le restaurant et s'est inscrite à temps plein à Wichita State grâce à la bourse que j'ai établie en son nom, et nous avons peint les murs de couleurs vives qui ne nous rappelaient ni l'une ni l'autre les motels ou les cellules de prison. Le dernier jour du témoignage, l'avocat fiduciaire de la First National a pris position pour verser le document officiel au dossier. Il a lu la clause que mon grand-père avait tranquillement ajoutée quand j'avais 16 ans, celle que Kimberly et mon père n'avaient jamais vue: si Ansley Barnes décède ou ne parvient pas à accepter le capital fiduciaire avant la date de signature désignée, le corps entier sera transféré irrévocablement au fonds de bourse d'études commémoratif Harold Barnes pour les jeunes à risque du comté de Sedgwick. Aucune partie ne reviendra à Richard Carter ou à tout autre membre de la famille, en aucune circonstance. Le visage de Kimberly s'est effondré. Elle a fixé la page comme si elle s'était tendue et l'avait giflé. La salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception du bruit sourd du marteau du juge confirmant la pièce à conviction. Après la sentence, les adjoints l'ont menée devant moi, menottée et les fers aux pieds. Elle s'est arrêtée, les yeux égarés. Cet argent était censé être à nous, a-t-elle sifflé à travers l'espace entre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez essayé de me tuer pour de l'argent qui ne vous serait jamais parvenu de toute façon. Vous avez tout perdu à cause de la cupidité. C'est le prix à payer. Je suis sorti sous le soleil du Kansas sans regarder en arrière. Parfois, la gentillesse vient d'étrangers lorsque la famille vous fait défaut. Parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles qui vous blessent le plus. Mais la vraie famille, celle qui compte, est celle que vous choisissez, et celle qui vous choisit en retour. Madame Evelyn me l'a appris avec $5 et un avertissement. Lorraine l'a prouvé chaque jour. Et j'ai appris qu'aucune somme d'argent ne vaut la peine de vendre son âme. Si vous regardez ceci et que quelqu'un dans votre vie vous a montré à quoi ressemble la vraie famille, même si ce n'était pas celle dans laquelle vous êtes né, déposez votre ville dans les commentaires et dites-moi son nom. Rappelons-nous que la gentillesse retrouve toujours son chemin, même lorsque tout le reste s'effondre.